probabilité, expérience aléatoire et probabilité d'un événement. Dans le monde physique, il y a des expériences qui, si on les répète, donnent toujours le même résultat et d'autres non. Voici un exemple d'expérience qui donne toujours le même résultat. On lâche une bille d'acier de 10 mètres de haut, et il s'agit de mesurer sa vitesse quand elle touche par terre. On obtiendra toujours le même résultat aux alentours de 50 km à l'heure. Et il y en a d'autres donc qui donnent des résultats aléatoires. Typiquement, c'est le cas du lancer d'un dé. Et d'ailleurs, aléa, en latin, voulait dire jeu de dés ou jeu de hasard. Et si on lance un dé et qu'on regarde le nombre qui sort sur la face en haut, on sait qu'on obtiendra de manière aléatoire un résultat entre 1 et 6. Néanmoins, même les résultats des expériences dites aléatoires montrent des stabilités étonnantes quand on répète l'expérience un certain nombre de fois. Étonnantes a priori, et ça fait réfléchir les hommes pendant des siècles. Si je lance un dé 1000 fois, je tirerai 5 à peu près une fois sur 6, c'est-à-dire un nombre aux alentours de 167 fois, ça peut être 150, ça peut être 200, ça peut être 130, mais ce sera essentiellement jamais 400 fois. Encore plus étonnant, cette stabilité approximative n'a rien de magique. C'est essentiellement un résultat de comptage. Alors essayons de comprendre. Si je lance une pièce de monnaie qui a pile et face, si je la lance 100 fois, je produirai une suite de 100 résultats que je vais appeler d'abord x1, x2 jusqu'à x100, où chaque xi est p, c'est-à-dire pile, ou bien f, c'est-à-dire face. Alors, des suites de 100 résultats comme ça, il y en a 2 à la puissance 100. C'est-à-dire, c'est un grand nombre, c'est 10 milliards à peu près au cube. Donc il y a 10 milliards au cube, c'est-à-dire 1 suivi de 30 zéros environ. Dans la plupart de ces suites, les nombres de P et de F sont tous les deux proches de 50. On calculera plus précisément, ils sont tous les deux entre 40 et 60. Ça peut parfois être plus ou moins, mais c'est rarissime et il n'y a aucune magie, c'est simplement un compte. Parlons un petit peu de l'origine historique des probabilités modernes. Au Moyen-Âge, les hommes jouaient à un jeu qui s'appelait le jeu de Bala et qui posait un problème, lequel a été décrit par Luca Pacioli, qu'on a déjà rencontré, dans son grand livre qu'il a écrit au début du XVIe siècle. Vous vous rappelez, c'est celui qui a aussi, par exemple, donné une forme pour construire l'icosaèdre. Il est aussi fort connu pour avoir fait le premier manuel de comptabilité, et c'était un ami de Léonard de Vinci, etc. Alors le jeu de Bala, c'est ceci. On joue à pile ou face, et 2 joueurs. Le joueur A, il veut obtenir des piles, et le joueur B, il veut obtenir des faces. Et le premier qui a 6 bons résultats, pas nécessairement consécutifs, d'ailleurs ça peut pas être, il gagne la cagnotte. Maintenant, le problème est le suivant. Si par hasard on a dû arrêter le jeu quand il n'était pas fini, mais A avait déjà 5 piles à son actif et B avait 3 faces à son actif, comment faut-il partager la cagnotte? Le problème a été résolu 1 siècle et demi après qu'il fut posé par Pacioli. Et ce jeu, on y jouait encore avant Pacioli d'ailleurs. Il a été résolu par Pascal et Fermat au milieu du XVIIe siècle. Ils ont fait le raisonnement suivant, mais ça a l'air simplissime aujourd'hui, mais ça a quand même fait réfléchir les hommes pendant plus d'1 siècle. Ils ont dit, avec la configuration où on s'est arrêté, c'est-à-dire où A a déjà 5 piles à son actif, il lui suffit d'un tirage bon pour gagner, et B a 3 bons tirages à son actif, et il faudrait qu'il tire face 3 fois de suite, B a 1 chance sur 8 de gagner, et A a 7 chances sur 8 de gagner. C'est ce qu'ils ont fait comme observation, Fermat et Pascal. Et donc, on va diviser la cagnotte essentiellement en 8 parties. On va en donner 7 à A et 1 à B.
Alors soyons un tout petit peu plus abstraits maintenant, soit une expérience aléatoire qu'on va d'une manière générale écrire grand E comme ceci, qui peut prendre n résultats. Et on va les appeler oméga 1, oméga 2 jusqu'à oméga n. Et leur ensemble, on va l'appeler l'ensemble oméga des résultats possibles de l'expérience. Et supposons que ces différents résultats possibles sont ce que l'on appelle équiprobables. C'est-à-dire qu'ils ont tous la même probabilité de sortie, et généralement, ça provient d'une observation physique de symétrie, d'égalité, d'équivalence des différents résultats possibles. Alors on définit, si l'on préfère, probabilité que le résultat soit oméga i, et c'est égal à 1 sur n, pour tous les i de 1 jusqu'à n. Et on a toujours, somme de toutes les probabilités est égale à 1. Tout ceci deviendra de plus en plus clair après de la pratique, et ça prendra de cette pratique 1 an ou 2. Exemple, G d'un D. Eh bien, il y a 6 résultats possibles. Oméga 1, c'est le D tombe sur 1, enfin le 1 c'est la face en haut. Résultat 2, le D montre 2, jusqu'à résultat 6, le D montre 6. Et encore une fois, j'ai appelé cet ensemble des résultats grand oméga. On appelle un événement dans l'expérience un sous-ensemble de oméga. Par exemple, résultat est pair, ou bien résultat égale 1 ou 2. Prenons encore une fois un exemple. Maintenant, au lieu de jeter un dé, je jette 2 dés. Alors, soit je jette 2 dés en même temps, soit je jette un dé l'un après l'autre. 2 jets d'un dé. Ça revient exactement au même, il n'y a pas de subtilité entre ces deux façons de procéder. Alors là, l'ensemble oméga de tous les résultats possibles, eh bien, c'est une sorte de ce qu'on appelle un produit d'ensemble, en quelque sorte. Ça peut être 1, 1, ça peut être 1, 2, ça peut être 1 puis 6, ça peut être aussi 2 et 1, ça peut être 2 et 2, jusqu'à etc. Ça peut être 6 et 4, 6 et 5, et puis 6 et 6. Il y en a 36 de résultats possibles. Et par exemple, la probabilité que je tire double 6 quand je jette 2 dés comme ceci, ben c'est 1 sur 36. Alors maintenant, je vais regarder quelques événements intéressants là-dedans. Si j'appelle donc x1 le premier résultat et puis x2 le deuxième, alors la probabilité que x1 plus x2 égale 2, ben c'est 1 sur 36. La probabilité que x1 plus x2 égale 3, alors là c'est un petit peu différent. C'est pas 1 sur 36, c'est 2 sur 36, parce que je peux avoir 1 et 2, mais je peux aussi avoir 2 et 1. On calcule de la même manière que la probabilité d'avoir x1 plus x2 égale 7, bah c'est 6 sur 36. Il faut revenir à toutes ces possibilités et voir toutes celles où ça fait la somme est égale à 7. Et puis ensuite, ça redécroît jusqu'à probabilité que x1 plus x2 égale 12. Bah, de nouveau, c'est 1 sur 36, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors pour terminer, on va faire une petite simulation, c'est-à-dire qu'on va lancer 2 dés un certain nombre de fois, là encore pour développer notre intuition vis-à-vis des probabilités. Et on peut faire ça à l'ordinateur, c'est assez sympathique les ordinateurs pour ça. Ici, j'ai simulé à l'aide d'un ordinateur le lancer de 2 dés 1000 fois. 1000 fois, j'ai lancé 2 dés. Et j'ai fait un graphe du nombre de fois que j'ai obtenu chaque résultat possible. Je peux obtenir 2, je peux obtenir 3, je peux obtenir 12. Quand je parle de la somme x1 plus x2, n'est-ce pas? Alors, cette simulation, elle vient d'un merveilleux site, c'est http://www.stat.sc.edu/tilde-west/java-html/clt.html, CLT en majuscule. Et ici, c'est un cas particulier, donc c'est une expérience qui a été faite. On a lancé 1000 fois 2 dés, et voilà le compte, on n'a pas précisé l'échelle verticale, mais peu importe, le compte de fois qu'on a obtenu 2, le compte de fois qu'on a obtenu 3, jusqu'à 7, et on a à peu près les probabilités théoriques.